quand tu utilises une autre application et tu sais pas vraiment, si t'es pas sûr que ça va marcher, ça fait aussi une mauvaise publicité pour Bitcoin. Bah oui, exactement, parce que le but, si on veut que ce soit adopté, notre but c'est que ce soit pas adapté que par des Bitcoiners, mais que ça soit potentiellement adopté par des gens qui ne connaissent pas vraiment Bitcoin, en ont un peu rien à foutre de ce que c'est Bitcoin, ont juste un besoin de pouvoir faire des paiements sur Internet et de contrôler leur argent, et que pour eux, bah, ce soit l'outil logique, simple, efficace. Et donc, il ne faut pas qu'ils aient à comprendre techniquement comment ça marche, il faut juste que ça fonctionne et que ce soit pas plus compliqué à installer pour eux qu'un Lydia, un Revolut, un truc du style. C'est bon? C'est dans un salle. Super. Eh bien, bonjour Bastien, bienvenue sur Cryptost. Merci, bonjour Marius. Ça fait très plaisir de te recevoir, donc on va parler là pendant une vingtaine de minutes. Est-ce que, dans un premier temps, tu es CTO de A5, est-ce que tu pourrais présenter à l'audience qu'est-ce que ça veut dire CTO, qu'est-ce que A5 fait, pour qu'on puisse comprendre mieux ta position? Ok. Et ben A5, ce qu'on fait, on travaille sur le Lightning Network de Bitcoin. Le but, c'est de faire, en termes très génériques, un équivalent du réseau Visa pour Bitcoin. C'est faire une transaction Bitcoin, c'est pas instantané et ça coûte des frais de transaction qui potentiellement sont chers et vont continuer à monter. Donc l'intérêt de Lightning, c'est de te permettre de faire des paiements qui, eux, sont instantanés, qui ne touchent pas la blockchain en général et donc qui vont te coûter beaucoup moins cher en frais de transaction, surtout pour des petits à moyens paiements. Pour des très gros paiements, ça sera toujours plus intéressant de faire une transaction Bitcoin directement, mais pour les paiements de la vie de tous les jours, en gros, le but, c'est d'utiliser Lightning. C'est vraiment un réseau de paiement au-dessus de Bitcoin. Donc on développe ça en partenariat avec 3 autres boîtes. Au début avec 2 autres boîtes, avec Blockstream et Lightning Labs. On était les 3 boîtes qui ont fondé le réseau Lightning, commencé à travailler sur la spécification, créer le protocole, décider en gros comment ça allait fonctionner, quelle était la cryptographie qu'on utilisait, quelles étaient les fonctionnalités de base qu'on allait implémenter. Et ensuite chacun implémentait ça de son côté, avait son code à lui qui était interopérable avec celui des autres. Et ensuite, plus récemment, il y a une 4e boîte qui nous a rejoint, Spiral, qui est une des boîtes de Square Crypto, donc de Jack Dorsey, et qui a une app qui s'appelle Cash App aux US, qui est une app de paiement, et qui voulait intégrer Bitcoin dans cette app de paiement. Et donc maintenant, on est en gros ces 4 boîtes-là à travailler sur Lightning. Donc on discute ensemble pour se mettre d'accord sur c'est quoi les nouvelles fonctionnalités qu'on ajoute à Lightning et comment on les ajoute, comment est-ce que ça va fonctionner techniquement. Et ensuite, chacun de son côté implémente ça dans son logiciel. Et c'est ce qui crée le réseau Lightning, qui est un réseau où il y a plusieurs dizaines de milliers de nœuds un peu partout dans le monde qui font tourner soit notre logiciel, soit celui d'une des autres boîtes, et qui se connectent les uns aux autres, qui s'échangent des messages et qui permettent de relayer des paiements. Et donc moi, en tant que chez A5, on fait aussi, donc on fait ça, cette partie protocole, et on implémente le logiciel du nœud, ce que tu peux prendre et mettre sur ton serveur si tu veux faire tourner un nœud Lightning de la même manière que tu ferais tourner un nœud Bitcoin. Et on fait aussi un wallet, Phoenix, dont le but c'était d'être un wallet Lightning sur ton téléphone, mais qui garde la sécurité, la privacy et qui est non custodial. Donc il y a un vrai nœud Lightning entier qui tourne sur ton téléphone, qui garantit qu'il n'y a pas d'intermédiaire qui pourrait te voler ton argent ou qui contrôlerait tes clés. C'est vraiment toi qui contrôles tes clés sur ton téléphone, mais qui peut faire et recevoir des paiements Lightning. Donc on travaille sur ces 2 trucs-là et récemment on a lancé une sorte de version serveur de Phoenix pour des gens qui voudraient très facilement recevoir des paiements Lightning, qui ont un petit serveur ou un Raspberry Pi quelque part, qui peuvent laisser tourner ça en permanence plutôt que de l'avoir sur le téléphone. Comme ça ils le mettent dans un truc un petit peu plus sécurisé, ou s'ils ont besoin de, comme sur un téléphone, ton téléphone il est souvent offline, on ne peut pas te joindre quand tu es offline, donc tu ne peux pas recevoir de paiement. Alors que si tu mets ça sur un petit serveur, là tu as un truc qui est toujours online. Si tu es un marchand, tu vends des trucs sur Internet ou tu acceptes des donations par exemple, tu peux mettre grâce à ça un petit QR code sur ton site web et ça va envoyer tous les paiements sur ton Phoenix D, on appelle ça, qui tourne sur un petit serveur. Et donc moi en tant que CTO, je travaille sur la partie technique, vraiment décider de ce que sont nos priorités techniques, ce qu'on veut pousser au niveau du protocole et donc discuter avec les autres équipes. Ce qu'on fait, la priorité de ce qu'on fait dans notre code à nous, les nouvelles fonctionnalités qu'on ajoute, par rapport aussi à ce qui est en train de se faire sur Bitcoin lui-même, ce qu'on va pouvoir faire de nouveau parce que des avancées sur Bitcoin permettent de débloquer des choses sur Lightning, toutes ces choses-là. Mais au fond, dans la boîte, on n'est que des développeurs, on est 8 développeurs et on fait tous un boulot technique. Donc en réalité, CTO n'a pas tellement plus, pas de responsabilité très différente des autres développeurs de la boîte. Ok, et donc comme tu disais, Phoenix c'est un wallet Lightning non custodial. Et donc ça c'est assez comment dire, bluffant entre guillemets, c'est une des
enfin Lightning c'est un des portefeuilles qui marche le mieux, un des plus utilisés aussi, même comparé à des portefeuilles Lightning custodial. Donc il y a principalement Wallet of Satoshi, Blink, il y en a aussi d'autres qui fonctionnent. Pourquoi avoir fait le choix de rester non custodial? Parce que c'était le but, parce que si c'est pas non custodial, c'est pas vraiment Bitcoin. Si tu n'as pas le contrôle de tes clés, en fait, tu n'as pas gagné grand-chose par rapport à... Tu as gagné peut-être un peu, mais pas assez à notre goût par rapport à une app de paiement fiat normale. Donc nous, justement, ce qu'on voulait faire, c'était faire en sorte qu'un wallet non custodial puisse t'offrir la même expérience qu'un wallet custodial. Et pour que, comme ça, les gens puissent plus facilement décider de prendre du non custodial et grâce à ça, garder le contrôle de leurs clés, garder le contrôle de leur Bitcoin. C'est fondamentalement beaucoup plus difficile de faire un wallet non custodial qu'un wallet custodial. Et donc c'est pour ça que nous on est très bien placé là-dessus parce qu'au début, quand on a commencé à développer un wallet, on s'est rendu compte que le protocole il nous permettait pas de faire tout ce qu'on voulait, qu'il fallait changer plein de choses au niveau du protocole pour être capable de faire un vrai wallet non custodial aussi bien qu'un custodial. Et comme justement on fait partie de ceux qui développent le protocole, on a passé des années à petit améliorer le protocole dans une direction qui permet à un wallet sur un téléphone de pouvoir fonctionner de manière non custodiale sans sacrifier de sécurité et de privacy. Et donc le but c'est qu'à plus long terme, n'importe qui puisse assez facilement créer un wallet non custodial ou s'intégrer avec un wallet non custodial pour que les utilisateurs vraiment, à moins d'utiliser pour des tout petits montants ou juste pour jouer, que ce soit très facile d'utiliser un wallet non custodial et de garder le contrôle de ses clés qui est vraiment la proposition de valeur de Bitcoin. Ce qui est assez bluffant, c'est vraiment la facilité d'utilisation de Phoenix. Donc je ne vais pas non plus faire une pub ou une éloge de Phoenix, mais t'as le droit. Bon, je vais faire un petit peu alors. Non mais souvent j'essaie d'utiliser plusieurs apps Lightning et de tester un petit peu d'autres portefeuilles qui sont non custodial Lightning. Et souvent il y a des petits bugs, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois on se dit, en fait, si j'avais utilisé Phoenix, ça n'aurait pas bugué. Et surtout, j'en parlais avec Agelex, s'il passe par là. Je ne sais pas si tu connais Agelex, non. Il travaille pas mal au Salvador. Okay. Bref. Et on parlait de ça et on était dans un bar, on essayait de payer. J'avais essayé une autre app et il me disait, ouais, mais en fait, tu vois, le marchand, si tu avais utilisé Phoenix, il aurait été bluffé parce que, en fait, c'est facile d'utiliser en fait, Bitcoin, c'est bien. C'est le but, il faut que ça ait l'air facile. C'est ça, et quand tu utilises une autre application et tu sais pas vraiment, si t'es pas sûr que ça va marcher, ça fait aussi une mauvaise publicité pour Bitcoin. Bah oui, exactement, parce que le but, si on veut que ce soit adopté, notre but c'est que ce soit pas adapté que par des Bitcoiners, mais que ça soit potentiellement adopté par des gens qui ne connaissent pas vraiment Bitcoin, en ont un peu rien à foutre de ce que c'est Bitcoin, ont juste un besoin de pouvoir faire des paiements sur Internet et de contrôler leur argent, et que pour eux, ce soit l'outil logique, simple, efficace. Et donc, il faut pas qu'ils aient à comprendre techniquement comment ça marche, il faut juste que ça fonctionne et que ce soit pas plus compliqué à installer pour eux qu'un Lydia, un Revolut, un truc du style. Et pour ça il reste encore du boulot, mais petit à petit quand même, au fil des ans on s'en approche et on réussit à s'approcher d'une expérience utilisateur qui ressemble à une app de paiement traditionnelle, sauf qu'en fait derrière c'est Bitcoin et donc tu as des avantages énormes que tu n'as pas avec une app de paiement traditionnelle. Mais notre but c'est vraiment d'arriver à un état où tu peux faire installer ça à n'importe qui a juste vaguement entendu parler de Bitcoin et qui l'utilise sans vraiment se poser la question et sans même penser au fait que derrière c'est Bitcoin, c'est juste ça me permet de transférer de l'argent et ça marche et ça coûte pas cher et c'est tout. Bien que ce soit non custodial, il y a quand même un point de centralisation, c'est quand même le nœud de A5 qui est en fait un des plus gros nœuds, je crois que le premier nœud qui a le plus de liquidité. On n'est plus le premier, mais on s'est fait doubler par, il y a aussi je sais plus quelle grosse boîte qui s'est surtout divisée en plusieurs nœuds et leurs nœuds chacun de leurs nœuds sont aussi gros que les nôtres. On n'est plus le premier, je pense. Ok, mais peut-être vous êtes le plus gros. On est dans les gros quand même. En nombre de canaux, probablement. Ouais. Peut-être. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que tu vois évoluer le marché des wallets Lightning au cours du temps, parce qu'il y a cette centralisation, soit au sein des wallets custodiales, comme on vient de le mentionner, mais aussi des nœuds, des personnes qui vont créer même potentiellement leur propre nœud, mais se connecter à des gros nœuds pour que ce soit plus efficace. Comment est-ce que tu vois ça évoluer? Est-ce qu'il y a des avancées sur lesquelles vous travaillez pour décentraliser la liquidité de Lightning ou pas? Ouais, alors en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est dur d'avoir un business model en faisant juste un wallet et en n'ayant pas son nœud. Parce que si tu fais juste un wallet et que tu laisses l'utilisateur se connecter à n'importe qui, comment est-ce que tu prends des frais de transaction? Ton seul moyen, ça serait d'avoir des accords, mais donc vraiment commerciaux avec différents nœuds pour qu'ils te reversent une partie des frais de transaction qu'ils obtiennent à partir de ces utilisateurs et que techniquement c'est compliqué de développer un wallet et que ce soit sécurisé.
Donc en fait, beaucoup de gens se sont cassés les dents dessus et nous, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de wallets. Et heureusement, il y a des efforts comme le Lightning Development Kit dont le but c'est de faire vraiment une librairie que des gens pourraient utiliser pour très facilement créer un wallet non custodial. Et j'espère qu'à terme, ça va créer un écosystème de wallets non custodiaux qui va être beaucoup plus vaste que celui qu'on a aujourd'hui, parce que nous, on veut avoir des concurrents, parce que justement, on ne veut pas être un point de centralisation trop fort et que tout le monde utilise Phoenix et passe par notre nœud. Ça ne nous arrangerait pas du tout parce que ça casse la décentralisation. On veut qu'il y ait plein d'offres assez équivalentes, avec à chaque fois des trade-offs très légèrement différents et que les utilisateurs se répartissent parmi tous ces wallets, mais que ce soit parmi des wallets non custodiaux. Aujourd'hui, ce n'est pas encore trop le cas, il y en a quelques-uns, mais pas encore assez à mon goût et pas encore assez qui ont la qualité parce que c'est dur d'avoir un business model derrière, mais j'espère qu'on va y arriver et qu'il y aura plus de wallets non custodiaux. Et après, de façon plus générale sur Phoenix, on a vachement envisagé plein de fois la possibilité de pointer vers un autre nœud que le nôtre. La complexité dedans, elle est au niveau du protocole. C'est qu'en fait, on rajoute, par rapport au protocole Lightning, on rajoute quand même pas mal d'extensions qui permettent à Phoenix de faire ce qu'il fait efficacement. Toutes ces extensions qu'on a rajoutées dans Phoenix, on a spécifié publiquement le protocole et on l'a ouvert et on essaye de l'ajouter à la spécification pour que justement d'autres gens puissent implémenter la même chose et que comme ça d'autres nœuds sur le réseau offrent les bonnes fonctionnalités pour que Phoenix puisse se pointer dessus et marcher de la même manière. Mais pour l'instant, c'est pas encore prêt parce qu'on attend encore. Faut que les autres équipes en fait aient le temps de se plonger dans ces problèmes et le temps de commencer à implémenter ça. Et là-dessus, on est un peu en avance par rapport à tout le monde. Donc les autres n'ont pas encore eu le temps de se plonger là-dessus. Mais à terme, c'est ce qui va arriver. On aura tous ces protocoles custom qu'on utilise pour l'instant dans Phoenix. On aura fini par aboutir à une version commune où tout le monde est d'accord dessus. Plusieurs nœuds l'offriront et à ce moment-là, on pourra laisser Phoenix pointer vers d'autres nœuds que le nôtre. Ça crée quand même des problèmes en termes de support parce que si nous on développe le wallet, que la personne pointe vers un autre nœud et qu'il y a un problème avec un paiement, c'est dur de savoir qui est responsable parce que comme dans Lightning, on utilise l'encryption partout pour justement ne pas révéler plus d'infos que ce qui est nécessaire. Ça fait que nous, en tant qu'intermédiaire, on ne sait pas ce qui s'est passé pour le paiement de l'utilisateur. Si l'erreur est vraiment au niveau du wallet, c'est facile à corriger, mais si l'erreur est au niveau du nœud et que ce n'est pas nous qui contrôlons ce nœud, qui n'avons pas accès à ces logs, c'est impossible à débugger pour l'utilisateur et donc ça fait une expérience de support qui est pourrie. Donc on avait commencé à réfléchir à des trucs comme ça où en fait on permettrait aux utilisateurs de le faire, mais on parlerait à beaucoup des nœuds qui offriraient ce genre de service pour essayer de mettre en sorte des passerelles pour le support. Mais c'est pas simple et aujourd'hui la tech est encore un peu trop nouvelle pour pouvoir faire ça sans impacter négativement l'expérience utilisateur. Mais à long terme, c'est clairement le but et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ce serait de créer, à long terme, l'objectif c'est de créer un marché libre avec beaucoup de concurrence et cette concurrence décentralise le réseau. Exactement, parce que sinon en fait ça marchera pas. Si tout est centralisé autour de notre nœud, ça marchera pas. Le but c'est qu'à terme il y ait plein d'autres nœuds qui offrent les mêmes choses que le nôtre et que les utilisateurs se répartissent entre tous ces différents nœuds. C'est juste que c'est un peu tôt pour ça. Mais c'est clairement la vision et c'est dans cette direction qu'on va et c'est pour ça qu'on est en train de spécifier tous ces protocoles pour réussir à y arriver. Super. J'espère qu'on va y arriver ça va prendre du temps, mais comme tout prend du temps sur Bitcoin et Lightning, mais on avance dans cette direction, on est tous d'accord avec les trois autres boîtes que c'est dans cette direction qu'il faut avancer. C'est juste une question de priorisation du temps que les gens peuvent passer sur la review de différents protocoles, l'implémentation de différentes choses. Il y a beaucoup de choses à faire et les priorités ne sont pas toujours les mêmes en fonction des équipes, mais on est tous d'accord que c'est la direction long terme qu'on veut prendre. Ok, super. Et peut-être pour parler un peu de tout ce qui se passe en ce moment autour de la régulation, vous avez récemment arrêté de servir les États-Unis, juste après l'arrestation des développeurs de Samurai Wallet. Et même c'est un mouvement qui dure depuis un moment, même sur Ethereum avec les développeurs de Tornado Cash qui ont été arrêtés. Comment est-ce que vous avez réagi à cette annonce et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de quitter les États-Unis ? Parce qu'en fait, on a fait le choix de quitter les États-Unis parce que l'acte d'accusation était très vaste et couvrait potentiellement beaucoup de choses. Et en fait, si on prend tous les points de l'acte d'accusation de Samurai Wallet et si on considère qu'ils sont tous légalement valides, ce qui n'est probablement pas le cas, mais dans le doute, tant qu'on ne sait pas, tant qu'il n'y a pas une décision de justice qui a été rendue, on ne sait pas s'ils ont le droit d'accuser si certains chefs d'accusation vont tenir ou pas. En fait, si tout tient dans l'acte d'accusation, absolument tous les services en gros qui existent sur Bitcoin et Lightning aujourd'hui posent problème. Donc, je pense que tout tiendra pas légalement, heureusement, mais dans le doute, on s'est rendu compte qu'en fait on était les seuls
sur Lightning à opérer ce genre de service aux US, alors que il y a d'autres wallets qui existent partout et aux US, et que même eux pour l'instant ne faisaient pas le choix d'opérer ce genre de service. Donc on s'est dit c'est pas normal que nous, une boîte française, on soit les seuls à opérer ce genre de service aux US. S'il y a un risque régulatoire, il faudrait qu'il y ait d'autres boîtes idéalement américaines qui prennent le même genre de risque régulatoire que nous pour qu'on sache que on n'est pas tout seul abandonné si en fait les US considèrent que ce qu'on fait est illégal. Et en attendant d'avoir cette clarté ou d'avoir d'autres boîtes qui offrent ce genre de service, on s'est dit que c'était clairement plus safe pour nous de se retirer parce que comme ça, au moins on sait où on tient en attendant d'avoir la clarté régulatoire. Parce que le principal problème aujourd'hui, c'est que nous on opère sous le postulat et qu'on nous avait validé plusieurs fois que tant qu'on ne contrôle pas l'argent de l'utilisateur, on n'a pas besoin de faire de KYC. Mais dans l'acte d'accusation, ils disent des choses complètement différentes, ils disent complètement l'inverse, alors que pourtant, beaucoup de gens justement ont réagi à cet acte d'accusation en disant c'est pas normal, c'est pas du tout ce qu'on a laissé entendre ou fait depuis quelques années. Mais donc comme des gens disent tout et son contraire, nous dans le doute on n'a pas envie de se retrouver bloqué et potentiellement qu'on ne puisse plus continuer à développer en attendant un jugement, donc on préfère ne pas prendre de risque pour pouvoir continuer à développer notre tech et sortir des US en attendant d'être sûr qu'on peut y retourner. On espère pouvoir y retourner une fois qu'il y aura un peu plus de clarté là-dessus, mais pour l'instant c'était le choix le plus safe d'en sortir. Oui, éviter de se faire arrêter juste pour un jugement arbitraire. Surtout que tu peux te faire arrêter potentiellement, attendre pendant 1 an et demi d'avoir un résultat de justice qui sera en ta faveur, mais pendant 1 an et demi tu n'as plus pu travailler sur ta tech et tu as perdu tous tes utilisateurs et en fait ils t'ont quand même tué ton business alors que tu avais raison à la fin, mais ils ont tué ton business. Nous c'est ce qu'on veut essayer d'éviter. Ouais, donc je pense que c'était le bon choix, comme beaucoup d'entreprises font la même chose et quittent les États-Unis. Oui, tout le monde a fait plus ou moins comme nous après, donc je pense que ça valide que dans le doute c'est un bon choix et qu'on espère que ça va faire bouger les décisions aux US pour donner un peu de clarté et dire non, vous pouvez revenir, vous inquiétez pas, pour ce que vous faites c'est bon, si vous faites ça par contre c'est pas bon, mais si vous faites ça tout va bien. Et donc là-dessus on verra ce qu'ils proposent et on s'adaptera. Ok. Pour revenir un peu sur l'aspect technologique, il y a pas mal de nouveaux portefeuilles qui sont en création, donc comme on le mentionnait maintenant, et notamment un que je trouve est plutôt pertinent, c'est le wallet Aqua, qui est sur Liquid, mais qui aussi permet d'envoyer via Lightning. Est-ce que c'est le genre d'implémentation qui intéresserait Phoenix à mettre A5 à mettre dans Phoenix? Je pense pas. Nous, on veut rester uniquement Bitcoin. On s'était beaucoup posé les questions, surtout au moment où pendant très longtemps, pendant 4 à 5 mois, le mempool avait été très rempli, les frais de transaction étaient très élevés sur Bitcoin. On s'était posé les questions d'utiliser des sidechains comme ça pour faire au moins l'onboarding d'utilisateurs. Mais ça change quand même assez fondamentalement le paradigme de sécurité. T'as plus vraiment la même sécurité que si tu fais uniquement du Bitcoin. Donc nous, tant qu'on peut, on préfère rester uniquement sur Bitcoin et ne pas toucher aux sidechains. Mais peut-être que ça changera dans quelques années à voir, mais pour l'instant en tout cas c'est pas du tout dans le plan. Et avec le développement de L2 vraiment proche de Bitcoin de la manière que Lightning Network par exemple comme RGB qui normalement le développement devrait toucher à sa fin dans les prochains mois on l'espère, est-ce que ça ce serait potentiellement plus proche de ce que vous feriez chez Phoenix? Je sais pas, parce qu'au fond, ça n'apporte rien de plus. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des paiements. On n'a pas besoin de rajouter de fonctionnalités dans tous les sens. Nous, ce qu'on veut, c'est faciliter des paiements, que les gens puissent facilement s'envoyer des bitcoins. Rien de plus, mais c'est déjà beaucoup. Dans tout ce qu'on voit autour de nous, le seul gros problème technique qu'on a à régler, c'est l'onboarding de nouveaux utilisateurs et leur créer un canal. Et ça demande une transaction Bitcoin et c'est là-dessus qu'on a potentiellement du mal à scaler si on voulait avoir le monde entier qui monte sur Lightning. S'il y a une solution qui permet de régler ça efficacement, clairement on essaiera de l'adopter dans Phoenix si ça a du sens. Mais tout le reste n'apporte pas grand-chose de plus que ce qu'on a déjà dans Phoenix. Donc, pour l'instant, ça vit sa vie en parallèle, ça sert d'autres utilisateurs et c'est utile pour d'autres scénarios, mais pour ce qu'on fait nous, on n'en ressent pas aujourd'hui le besoin. Ok, très bien. Et pour faire une petite comparaison avec le wallet Blink, donc qui est custodial, mais qui a aussi une fonctionnalité qui est plutôt cool, c'est celle de la possibilité d'avoir un compte en dollars, donc via les StableSat, qui est une solution très centralisée, mais il y a quelque chose qui est en train de se développer aujourd'hui, peut-être que toi tu connais sûrement mieux que moi, les DLC.
Je sais pas si tu connais un petit peu, ouais, bien sûr. Souvent, il y a des personnes qui connaissent pas, donc je préfère demander à chaque fois. Et qui permettra en fait de faire un stable SAT, mais de manière non custodiale. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser parce que ça reste dans l'univers du paiement et potentiellement onboarder plus de personnes qui voudraient pas s'exposer au Bitcoin, mais plutôt au dollar? Ça, c'est pareil, on s'est très régulièrement posé la question. Ça nous a jamais été vraiment demandé, donc on n'a pas l'impression que nos utilisateurs en ressentent le besoin. Donc tant qu'on ne demande pas très fortement ce genre de fonctionnalité, c'est que nos utilisateurs en ont au fond pas vraiment besoin. Donc pour l'instant, on s'en occupe pas. Et on a bien assez à faire, surtout avec ce qu'on est déjà en train de faire. Mais c'est potentiellement, on est ouvert à ce genre de choses. Si c'est une vraie demande et que ça résout des vrais problèmes pour des utilisateurs qui n'arrivent pas à gérer avec uniquement Bitcoin, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Mais aujourd'hui, dans les 1-2 ans qui viennent, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui va arriver chez nous. Ok, très bien. Moi, je suis plutôt bullish sur les DLC. Je pense que ça va apporter pas mal de nouveaux utilisateurs sur Bitcoin. Des gens qui vont utiliser Bitcoin même sans savoir que c'est du Bitcoin potentiellement. Mais forcément, ça va prendre plusieurs années encore avant de bien être stable et pouvoir être utilisable facilement. Voilà, donc on attend que ça stabilise, que ça fasse ses preuves et à ce moment-là, carrément. Ok. Et j'avais une autre question. C'était à 14h10 que tu voulais. Ouais. Ok, peut-être j'ai juste une dernière question. Ça il reste 10 minutes. Dernièrement, vous avez fait un changement une nouvelle mise à jour. Enfin, c'est il y a plusieurs mois, vous avez fait une mise à jour de Phoenix en implémentant les splice in, splice out. J'ai pas les termes techniques exacts. C'est une implémentation, c'est ça, non? Ouais. Ok. Et vous avez en même temps changé les frais de transaction que vous preniez sur les transactions. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que vraiment le splicing c'était quelque chose de nécessaire pour l'avenir de Phoenix? Et pourquoi avoir aussi changé les frais Ouais, alors le splice c'est hyper nécessaire pour un wallet parce que ce que ça fait c'est qu'avant, avant tu pouvais avoir plusieurs canaux de paiement. En fait, plusieurs canaux de paiement, pour chaque canal de paiement, en fait, tu as une transaction sur la blockchain qui a été faite pour l'ouvrir et tu en auras une pour le fermer. Alors que si tu as en fait qu'un seul canal de paiement, tu réduis énormément tes frais parce que la principale incertitude qu'on a, c'est quels vont être les frais de transaction on-chain au moment où on devra fermer ce canal. Parce que là-dessus, on ne sait pas, on ne peut pas prédire les frais de transaction futurs, et c'est ce qui potentiellement coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher de toute façon dans la gestion de ton canal Lightning, c'est dès que tu fais une transaction on-chain. Et surtout, ça va être de plus en plus vrai parce qu'aujourd'hui, les frais de transaction sont particulièrement bas, mais ça ne va pas rester comme ça parce que rien que pour la sécurité de Bitcoin, ils vont être obligés d'augmenter. Et donc, l'intérêt de splicing, c'est de dire, au lieu d'avoir plusieurs canaux de paiement, tu vas toujours en avoir qu'un seul, mais on peut en faire varier la taille. Et en fait, on en fait varier la taille. Si tu choisis de splice out, tu choisis de réduire la taille de ton canal, mais l'intérêt, c'est surtout plutôt que si tu reçois des paiements et que tu n'avais plus de liquidité pour pouvoir le recevoir, là, on va augmenter la taille de ton canal pour pouvoir recevoir plus de paiements. Et on va toujours faire une transaction on-chain, cette transaction de splicing, mais cette fois, il n'y aura pas de transaction pour fermer le canal en plus. Il n'y en a toujours qu'une seule, vu que tu n'as qu'un seul canal. Donc en fait, c'est beaucoup plus économe vis-à-vis de l'utilisation de la blockchain, qui est ce qui va coûter et qui est ce qui coûte déjà le plus cher et ce qui va coûter le plus cher à long terme dans l'utilisation de Lightning. Donc en fait, c'est un énorme gain économique d'utiliser splicing pour un wallet et d'avoir qu'un seul canal de paiement plutôt que plusieurs. C'est aussi utile pour avoir des paiements qui fonctionnent mieux, parce que le problème c'est que quand tu as plusieurs canaux de paiement, ta liquidité elle est fractionnée entre ces différents canaux. Donc en fait, quand tu veux envoyer un paiement, c'est pas nécessairement un problème, parce qu'en fait on va le découper, on a un algorithme pour le découper et utiliser, même si ça vient de plusieurs canaux, mais le problème il va être pour le recevoir, parce que pour le recevoir, en fait dans chaque canal, tu as une quantité limitée d'argent qui va pouvoir rentrer, donc l'utilisateur qui t'envoie un paiement, s'il t'envoie tout en un seul gros bout, même si potentiellement découpé ça pouvait passer, si lui ne l'a pas découpé, on ne peut pas le faire nous au milieu du paiement. Donc en fait le paiement va échouer alors qu'en fait tu aurais pu le recevoir, si tu n'avais eu qu'un seul canal tu l'aurais reçu, mais comme tu en as plusieurs tu peux pas. Donc ça améliore le taux de succès des paiements, ce qui est quand même assez intéressant aussi, et de façon générale, en termes de ressources utilisées sur le téléphone, ça minimise vachement les ressources parce que au lieu d'avoir plusieurs process qui tournent pour chaque, c'est pas exactement des process, mais plus ou moins pour chacun de ces canaux, tu n'en as qu'un seul à gérer. Donc en fait tout est plus light et plus efficace. Et ça simplifie aussi l'utilisation, plutôt qu'une personne doit gérer tous ces canaux, en avoir un seul, c'est beaucoup plus abordable pour un nouvel utilisateur potentiellement. Donc, exactement, ouais.
Et pour nous aussi, ça fait un truc beaucoup plus prévisible parce qu'on sait qu'un utilisateur égale un canal de paiement. Donc on est beaucoup plus capable de calculer comment on scale nos utilisateurs, comment on gère nous notre wallet on-chain pour avoir les bons UTXO pour pouvoir onboarder des utilisateurs. Et on sait qu'on peut provisionner pour aussi gérer la fermeture et donc avoir un peu plus de clarté et faire des modèles statistiques de si statistiquement il y en a tant qui ferment à tel fee rate, ça nous coûtera tant. Et donc grâce à ça, remettre ça dans le pricing. Ok, super. J'ai plus de questions. Si jamais tu veux ajouter quelque chose, une mention, une promo, peu importe, n'hésite pas. Juste, si vous avez essayé Lightning il y a quelques années, que vous avez trouvé ça compliqué ou que ça marchait pas bien et que vous êtes resté sur une impression de Lightning ça marchera jamais, Lightning c'est un échec, essayez juste et laissez-vous surprendre honnêtement de voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne pas, n'hésitez pas à nous le dire. S'il y a des choses qu'on peut résoudre, s'il y a des bugs, c'est clairement à nous de les résoudre. Mais vous serez peut-être surpris de voir à quel point Lightning fonctionne bien aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Donc tentez le coup vous-même, faites-vous un avis par vous-même au lieu d'écouter ce que d'autres gens disent, et puis vous verrez bien. Super. Et potentiellement même essayer via des portefeuilles custodiales, des petites sommes, des quelques centimes, des fractions de centimes même, avant de passer sur un Phoenix qui est un peu plus complexe à aborder. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir de te recevoir. Merci à une prochaine, j'espère. Proposé. Ouais, super. Avec plaisir.